Alors, moi, comme souvent on fait les chercheurs, je vais questionner la question pour commencer. C'est-à-dire, j'ai 5 réflexions pour questionner le rapport de l'utopie à sa réalisation ou au réel. Et je ferai un zoom sur le moment saint-simonien, parce que je le connais bien, et puis parce qu'il me semble être un moment majeur d'inflexion sur la question de l'utopie au XIXe siècle, et dont les conséquences sont toujours perdurent. Alors, il faut questionner la question de la réalisation de l'utopie. L'utopie, ça a été dit par Macheret il y a un mois, mais je le dis différemment, elle est construite entre imaginaire et réel. Et elle est moins que l'imaginaire. C'est très important, elle appartient au monde de l'imaginaire, mais elle est intermédiaire entre réel, dont elle est issue et qu'elle exprime, et l'imaginaire, mais un imaginaire qu'elle réduit, qu'elle aplatit, car toute société a besoin de mythes, de vision du monde. Toute civilisation a besoin de mythes et de vision du monde, et l'utopie n'est qu'une variante réductrice, paradoxalement, de l'imaginaire dans la société occidentale, dont la matrice est chrétienne. Alors, je souligne quelques points d'abord. L'ambiguïté du terme utopie. Vous savez que ça veut dire, déjà chez Thomas More, bien sûr, c'est à la fois le lieu de nulle part, utopia, et en même temps, Utopia, c'est le pays du bonheur. Donc il y a l'ambiguïté dès le début, mais à cette ambiguïté d'origine, qu'a exploité d'ailleurs Thomas More, s'en sont ajoutés bien d'autres, puisque dans Utopie, on met à la fois pays imaginaire, plan d'un gouvernement imaginaire, idéal politique coupé de la réalité, et même projet par définition irréalisable. Et c'est en ce sens qu'aujourd'hui me semble être posée la question qui sous-tend l'échec ou la réalisation de l'utopie. Alors, les marqueurs de l'utopie, c'est-à-dire qu'est-ce qui définit l'utopie et qui identifie cet imaginaire, j'insiste, moderne et occidental. Toutes les civilisations ne fonctionnent pas à l'utopie, elles fonctionnent toutes au mythe, mais elles ne fonctionnent pas toutes à l'utopie. Et c'est important pour savoir s'il faut réhabiliter l'utopie, voire sauver l'utopie, à un moment où l'Occident lui-même, l'Occident capitaliste, est profondément en crise sur ses propres valeurs. Alors, c'est toujours un texte. L'utopie, c'est toujours un texte, c'est toujours le récit d'un auteur, d'un individu, pas d'une collectivité. C'est le récit d'un sujet narrateur, et d'un sujet narrateur qui a tout le pouvoir sur son récit. Le deuxième marqueur de l'utopie, c'est qu'elle prétend toujours à la cohérence d'un autre monde, systémique, totalitaire même, un monde social. Alors c'est toujours une micro ou une macro-société, une cité parfaite, cité du soleil chez Campanella, une cité radieuse chez Le Corbusier. Mais c'est une cité de l'homme versus justement la cité céleste de Dieu, avec une géométrie urbaine, avec des pratiques normées. Elle peut être tout à fait totalitaire et très horrible, l'utopie. Avec des règles de vie hygiénistes, une perfection recherchée. Deuxième marqueur. Troisième marqueur, très important, c'est que coexistent dans l'utopie plusieurs possibles, des compossibles, si vous voulez. C'est-à-dire, les contradictions sont évacuées dans l'utopie, à la différence de l'idéologie. L'idéologie est conflictuelle. Il n'y a d'idéologie que dans la conflictualité, alors que l'utopie fait disparaître la contradiction, les contradictions, le principe de rationalité au sens aristotélicien, et même les médiations et les transitions. Quatrième marqueur, l'utopie prend une dimension critique dans la modernité, notamment à partir de Thomas More, mais il prend une distance par rapport à l'existant, par rapport à la société existante, jusqu'à... et je ne partage pas ce point de vue, mais Ricoeur, dans Utopie et idéologie, dit en gros l'utopie critique, l'utopie invente, et l'idéologie justifie et légitime. Et je crois qu'on est, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, on est à un moment où l'utopie qui anime notre modernité contemporaine, en fait, est une idéologie d'utopie. Donc elle légitime plus qu'elle critique. C'est pour ça que peut-être il faut rentrer dans la critique de l'utopie. Cinquième marqueur, dans l'utopie, évidemment, tout se passe ailleurs, lieu fictif, isolé, l'île, le lieu clos,
le désert, la table rase de l'Internationale, par exemple, et évidemment dans un autre temps, qui peut être très lointain, comme disait Léo Ferré, dans 10 000 ans. Alors, si on aborde maintenant le rapport utopie-réel, on l'aborde en général sous la forme d'un couple. Donc, échec, réalisation ou succès de l'utopie. Or, il n'y a pas deux termes quand on a utopie réelle. En fait, il y en a trois. Il y en a trois, c'est l'espace entre utopie et réel, ou si on met un tiret, ou si on met un « et ». Il y a trois termes, et il n'y a pas simplement deux termes antinomiques ou complémentaires. Le troisième terme, qui est celui de ce tiret, ou de cet espace entre les deux mots, renvoie à un schéma ternaire de la représentation, parce que l'homme, et ça me semble essentiel pour comprendre la crise ou le problème de l'utopie, l'homme symbolise comme il respire, c'est-à-dire que l'homme, l'humain, dématérialise le réel et le représente tout simplement dans des mots, dans le langage, dans des mythes. Et c'est le propre de l'humain par rapport à l'animal. Donc, le troisième terme, entre utopie et réel, c'est le symbolique. C'est-à-dire au nom de quoi on va construire une représentation, on va par exemple construire une utopie au nom par exemple du progrès, au nom de la révolution, au nom de la science. Et ça a été le cas. C'est ce « au nom d'eux » qui est tout à fait essentiel pour comprendre le rapport entre utopie et réalisation. Alors bien sûr, si on en reste au duo stricto sensu utopie réelle, échec ou réussite, on peut dire, comme Macherey l'a dit l'autre fois, l'utopie, c'est le double du réel, c'est l'envers du réel. Il n'y a pas de réel sans utopie dans la modernité occidentale. Et si je suis Ernst Bloch même, c'est un enrichissement du réel, c'est un approfondissement du réel. Ce fameux texte fondamental de Bloch, le principe espérance. Donc l'utopie, à ce moment-là, ne se juge pas par son manque de réalisme, mais au contraire par son degré de négation du réel et sa capacité à susciter la possibilité de transformation du réel. On pourrait même dire, c'est ce qu'on dit aussi bien Hugo que par exemple Herriot dans des formules célèbres, que l'utopie, c'est le réel en devenir. La réalité d'aujourd'hui, c'est l'utopie d'hier, dit Victor Hugo. Ou Herriot dit l'utopie, c'est la réalité en puissance. Ou Lamartine, les utopies ne sont que des vérités prématurées. Autre variation autour du duo, l'utopie ne se réalise jamais. Par définition, elle ne se réaliserait jamais. Elle serait le contraire du réel, donc elle serait au nom du pragmatisme et du positivisme qui a envahi les esprits dans toutes les sociétés, disons, occidentales, elle serait inutile au nom du pragmatisme. Inversement, on pourrait défendre que l'utopie se réalise toujours. C'est ce que disent les artistes. C'est ce que dit l'architecte et l'urbaniste. On va réaliser l'utopie à travers le projet urbanistique. Et pour l'artiste, ne se réalise que l'utopie, justement. Et c'est ce qu'il va revendiquer. Wagner, c'est l'utopie esthétique d'un monde total, l'opéra au sens large. Et Friedman, un architecte, parle de l'utopie réalisable, justement, ici et maintenant. L'architecte, l'ingénieur, justement, ce sont les officiants de ces utopies réalistes, si on peut les appeler comme ça, des utopies faibles qui se réalisent, qui n'ont pas la transcendance de l'utopie au sens de Karl Mannheim. Alors l'utopie serait même, on peut défendre que l'utopie serait trop proche du réel. Par rapport, elle appauvrit l'imaginaire, elle appauvrit le symbolique. Elle n'est qu'une des formes, je vous disais, du mythe dans la société occidentale, une sous-production ponctuelle de structure de l'imaginaire. Alors, complètement branché sur la matrice millénariste, et j'insiste là-dessus, de la chrétienté. L'utopie est née dans les pays occidentaux à matrice chrétienne. Et donc sous la forme de la laïcisation, comme on dit, c'est-à-dire de la cité de l'homme et pas de la cité céleste. La deuxième remarque, c'est que l'utopie a toujours une histoire, c'est-à-dire qu'elle est toujours une présence, et vous le disiez en introduction, dans une conjoncture, dans une réalité. Même si elle sort de l'histoire, dans son récit, si elle est anhistorique, comme on dit, elle part toujours du temps présent. Donc il y a une historicité de l'utopie. On pourrait même dire qu'elle est dans une conjoncture, l'utopie.
D'accord, elle parle d'un temps immémorial où elle parle d'un non-lieu, mais en fait, elle est le révélateur des problèmes que se pose une société à un moment donné. Donc le récit utopique, il est toujours dans l'actualité. C'est ce que dit Benjamin. L'utopie peut figurer les aspects les plus actuels du passé. Louis Marin, un philosophe, parle du présent de l'utopie. Et Victor Hugo, en parlant du poète, disait « Ils ont les pieds ici, les yeux ailleurs ». Mais les pieds ici. Donc cette historicité de l'utopie, elle se repère dans l'histoire même de l'utopie. Si vous voulez, on n'a pas le temps, mais il y a des bouquins là-dessus. Dans l'Antiquité, l'utopie, c'est on se tourne vers l'âge d'or, c'est on se retourne à l'époque, chez Platon par exemple, ou chez Hésiode, on se retourne au moment où les hommes ont dialogué avec les dieux. Donc c'était ça l'âge d'or. Il faut revenir au moment où les hommes ont pu dialoguer avec les dieux. Mais après la découverte de l'Amérique, donc dans la modernité, vous savez, Thomas More, c'est 1516, son utopie. Mais c'est juste après la découverte de l'Amérique, justement, en 1492. Et c'est après la découverte de l'Amérique, c'est-à-dire du Nouveau Monde, justement, que vont se multiplier les utopies modernes liées à la science. C'est-à-dire, c'est au nom de la science, qu'on va faire des voyages avec Campanella, avec Francis Bacon, la Nouvelle Atlantide, ou bien sûr avec Thomas More. Et à partir du XVIIIe siècle, vous voyez, il y a une histoire de l'utopie. À partir du XVIIIe siècle, elles deviennent de plus en plus politiques et sociales. Les utopies, et notamment chez Mercier, dans un texte célèbre qui s'appelle L'an 2440, Louis-Sébastien Mercier, il publie ça en 1771, il fait une projection dans une autre société au nom d'eux, c'est ce que j'appelais le symbolique, au nom du progrès et au nom de l'histoire. Il y a un sens dans l'histoire et il y a un sens dans l'action humaine qui est lié au progrès. Et donc, beaucoup vont voir dans la Révolution française, comme dans la Révolution industrielle, l'accomplissement et la réalisation. Donc l'utopie, ce serait réaliser cette utopie politique et sociale au moment des révolutions françaises et des révolutions industrielles. Au 19e, et c'est celle dont souvent on parle, et je pense que vous souhaitiez évoquer ici, les utopies sont de plus en plus, et elles se multiplient, sociales, économiques, socialistes même. C'est ce que Engels va dire, ce qui est une ânerie, qu'il y avait un socialisme utopique et qu'avec Marx, il faisait le socialisme scientifique. Vous voyez, au nom d'eux, la science, c'est le matérialisme historique. Donc Cabet, Owen, Fourier, Saint-Simon, Victor Considérant ou Godin, tous ceux qui ont produit ces contre-sociétés ou imaginés comme des laboratoires, familistères, phalanstères, eux étaient dans l'utopie, justement, et que la vraie révolution, la grande, celle de la table rase, du grand soir, etc., elle bouleversera la totalité de la société. Alors, ces utopies, effectivement, se sont réalisées, mais vous en parlerez mieux que moi tout à l'heure, sous la forme souvent de communautés pilotes ou modèles. C'est-à-dire, soit c'est la révolution copernicienne, toute la société dans un nouveau système social, soit c'est la communauté pilote ou modèle, l'Icari, la New Harmony, le New Lanark de Owen, par exemple, etc. Toutes ces utopies sociales du 19e et du 20e, en grande partie, revisitent le millénarisme de la chrétienté, que ce soit pour faire une révolution globale ou que ce soit pour faire des communautés modèles. C'est-à-dire, elles fonctionnent comme des messianismes laïcisés, revisitant le parcours de la chrétienté. Alors, deux formes de réalisation de l'utopie vont apparaître au-delà de l'utopie politique et sociale, parce que si on regarde l'utopie politique et sociale, on peut dire qu'elle s'est réalisée à l'échelle globale, soit sous forme dramatique, soit quelquefois sous forme comique. Et donc, le gros problème qu'a l'utopie sociale et politique, c'est qu'elle porte un lourd fardeau qui est celui, justement, des conditions de sa réalisation. C'est pour ça que les utopies, c'est ma troisième remarque, non seulement il y a une historicité des utopies liée à des conjonctures, mais il y a une multiplicité des utopies. Il y a des utopies politiques, artistiques, musicales, économiques, technologiques. On pourra en distinguer trois, et c'est pour ça que la question de la réalisation peut être gênante, parce qu'il y a des utopies régressives, il y a des utopies totalitaires, il y a des utopies
qui veulent retourner en arrière, le fameux âge d'or. Alors, est-ce que c'est celle-là qu'on veut réaliser? Et si c'est celle-là, l'échec, pourquoi pas? Il y a des utopies totalitaires, même. C'est la deuxième variante, qui a été évoquée beaucoup par Orwell, 1984, que tout le monde a en tête aujourd'hui. Est-ce qu'avec Facebook, Twitter, etc., Google, ils ne sont pas en train de nous fliquer, de nous surveiller, de nous profiler, comme on dit dans le langage commercial, c'est-à-dire de réaliser concrètement 1984. Alors si c'est cette utopie-là qu'il faut réaliser, surtout pas. Alors Huxley, Bradbury, etc. ont insisté sur ce qu'ils ont appelé même des contre-utopies, qui sont l'expression de vision totalitaire. Et la troisième utopie, c'est l'utopie, alors c'est celle-là, je crois, qui est évoquée, l'utopie progressiste. C'est celle qui s'inscrirait au nom de la science, de l'histoire, du progrès, et qui amènerait une société meilleure. Donc c'est une des variantes de ces utopies. Je n'ai pas le temps de multiplier, mais c'est celle qui s'inscrit au nom d'une rationalité technico-scientifique et économique, celle qui est beaucoup liée à la révolution industrielle et à ce que Marx et Engels appelaient aussi le développement des forces productives. Alors justement, la quatrième remarque, et c'est là-dessus que je veux légèrement insister, c'est l'émergence au XIXe siècle de l'utopie dans laquelle nous sommes toujours, qui est devenue une vraie idéologie dominante et que peu de personnes critiquent. Au contraire, tout le monde est baigné dedans, je dirais. C'est l'utopie techno-scientifique, technico-scientifique, c'est-à-dire celle qui impose des utopies technologiques, techniciennes, qui sont toute la journée dans les blockbusters d'Hollywood, Matrix et tout ce que vous voulez, et dans toutes les productions de la Silicon Valley. C'est tout le grand foyer de cette production est sur la côte ouest des États-Unis, et c'est l'ultramodernité contemporaine, et là se réaliserait l'utopie technologique, l'utopie industrielle. Alors, cette utopie, elle est née à un moment très particulier, elle n'est pas du tout chez Saint-Simon, je ne le développe pas, si vous voulez on y reviendra dans les questions. Elle est, chez Saint-Simon, il n'y a même pas d'utopie, contrairement à la vulgate marxiste. Chez Saint-Simon, il y a tout simplement un projet politique, et lui-même se défend, comme beaucoup dans cette première vague du début du 19e, d'avoir voulu faire une utopie. Lui-même dit, je cite juste une phrase de Saint-Simon, Saint-Simon, pour le situer, il écrit entre 1802 et 1825, il écrit « Qui dit utopie dit incertitude de la possibilité ou impossibilité sentie d'une manière vague de l'exécution d'un nouveau système d'organisation sociale. Or, ce vague et cette incertitude, à quoi tiennent-ils, si ce n'est au peu d'habitude que nous avons de considérer la grande série d'effets historiques relatifs à la marche de la civilisation, ou pour mieux dire à l'ignorance complète où l'éducation nous laisse d'ordinaire à cet égard. C'est-à-dire que si on admet, comme chez Mercier et comme chez la plupart des socialistes du 19e, qu'il y a une grande marche de l'histoire, qu'il y a un progrès, alors il n'y a plus utopie. Il y a déroulement quasiment nécessaire venu obligatoire du nouveau système social que lui appelle de ses voeux et qu'il appelle le système industriel. Et il dit ceci, cette phrase célèbre que reprend la sociologie de Durkheim, un système social est un fait où il n'est rien. Donc c'est un projet, c'est pas une utopie chez Saint-Simon, mais qui est appuyé au nom de la symbolique de l'histoire. Si vous retirez le tapis, si je puis dire, sous les pieds de ces projets, c'est-à-dire si vous enlevez le progrès et l'histoire orientés, et le millénarisme laïcisé, le système s'effondre. Alors, vers 1830, les disciples de Saint-Simon, parmi lesquels les fondateurs du socialisme, en particulier Blanqui, qui sont au départ saint-simoniens, vont faire une inflexion majeure à l'utopie, c'est-à-dire ils vont inventer, construire et réaliser, et pour le coup c'est un succès complet, l'utopie technologique et scientifique. Qu'est-ce que c'est cette utopie technologique et scientifique? Ça consiste à dire, si nous pouvons réaliser, nous ingénieurs, parce que les leaders sont des ingénieurs enfantins, Michel Chevalier, etc. Si nous pouvons réaliser des réseaux techniques, à l'époque c'est les chemins de fer, le télégraphe, ensuite plus tard ce sera l'électricité, de façon industrielle, si nous pouvons les concevoir et les réaliser, nous réalisons l'utopie, nous réalisons pas simplement des moyens de changer les distances physiques par les grands réseaux, par exemple, de chemin de fer,
nous changeons la société, c'est-à-dire nous changeons la distance entre les classes sociales. Je vous cite une phrase, deux phrases, tout simplement, de Michel Chevalier, qui est un des leaders majeurs de cette orientation. Il écrit ceci: « Dans l'ordre matériel, le chemin de fer est le symbole de l'association universelle, le symbole le plus parfait de l'association universelle. Les chemins de fer changeront les conditions de l'existence humaine. L'introduction sur une grande échelle des chemins de fer sera une révolution non seulement industrielle, mais politique. » Vous voyez, il y a un déplacement du politique sur le terrain technico-industriel. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est? On est dans la révolution Internet, la révolution Facebook, la révolution Twitter. Vous avez vu comment on a qualifié en Occident le printemps arabe. Ah, c'est la révolution Twitter, c'est la révolution Facebook. Qu'a dit Hillary Clinton? Internet, c'est la liberté. Que dit Google? Nous changeons le monde. C'est le slogan de Google. Autrement dit, cette utopie technologique qui est construite à ce moment-là, c'est-à-dire vers les années 1830-1850, non seulement va se réaliser dans le mouvement saint-simonien, mais elle va porter l'idéologie moderne de l'utopie. Cette utopie technoscientifique, industrielle. Une autre phrase de Michel Chevalier, et j'arrête le zoom là-dessus: « Améliorer la communication, c'est faire de l'égalité et de la démocratie des moyens de transport perfectionnés ont pour effet de réduire les distances non seulement d'un point à un autre, mais également d'une classe à une autre. » Et c'est exactement ce que nous disons toute la journée sur Internet. Aujourd'hui, la révolution numérique. Internet, ça crée des communautés virtuelles, ça crée l'intelligence collaborative. En plus, on en fait la preuve toute la journée avec Facebook. Si on rentre l'intelligence collaborative ou l'intelligence collective, c'est selon... Donc, on peut avoir un imaginaire de cette utopie technologique aussi bien positive, celle que je viens d'évoquer, c'est la transparence et la démocratie, que négative, ah mais c'est le contrôle généralisé. Quand on rentre dans l'ordre de l'imaginaire, qui est l'ordre de l'utopie, l'envers est la même chose. L'enfer, c'est le paradis. Dire le paradis, c'est dire l'enfer. Dire l'enfer, c'est dire le paradis. Donc dire la communication généralisée, c'est dire le contrôle généralisé. C'est la même chose à l'envers. Parce que l'imaginaire est toujours ambivalent. Comme l'utopie, c'est toujours ambivalent. Alors la force de l'utopie technologique, et c'est pour ça qu'elle a triomphé, c'est pour ça qu'on baigne dedans, c'est qu'elle décharge l'utopie sociale et politique de son fardeau. Son fardeau, c'est quoi? C'est l'incertitude de son accomplissement. C'est justement la question, va-t-elle réussir ou échouer? Ben pourquoi? Parce que l'utopie scientifique et technologique, ça marche toujours. Toute la science-fiction de Jules Verne, on a tout réalisé. Toute la science-fiction de Robidas, on l'a réalisé. Mais plus près de nous, toute la science-fiction de Gibson, par exemple, dans un roman de science-fiction célèbre qui s'appelle Neuromancien, que pas grand monde connaît, qu'il a écrit en 1983, mais tout le monde connaît quoi? Matrix, qui est la trilogie d'Hollywood qui met en scène Neuromancien. On a réalisé tout ce qu'il y a, le cyberespace, on l'a réalisé. Tout ce qui est dans les laboratoires aujourd'hui des ingénieurs, des industriels, c'est tout ce qui passe peu de temps avant dans les science-fiction hollywoodiennes et autres. Donc on est rentré dans cette techno-dévotion, que ce soit du techno-messianisme ou du techno-catastrophisme, c'est la même chose, qui occupe le devant de la scène, ce qui veut dire que l'utopie technologique est devenue l'idéologie moderne de notre temps, de l'Occident, à vocation planétaire. C'est-à-dire que l'Occident, évidemment, se fait un plaisir de l'exporter, ne serait-ce que pour des raisons économiques. Et donc, qui prend le pouvoir dans cette affaire? Les experts, les ingénieurs, les industriels, les comptables, la gouvernance et plus le gouvernement, le management, évidemment, avec ces outils. Alors, dernière remarque, et j'ai fini, le préalable à la question à l'interrogation sur l'utopie aujourd'hui, c'est de critiquer l'utopie technologique, qui est devenue idéologie. Pourquoi? Parce qu'elle empêche de repenser ou de réhabiliter, si tant est qu'il faille la réhabiliter, une utopie politique et sociale ou culturelle. Donc il y a une bataille idéologique, théorique, sur le contenu de l'utopie techniciste, et elle est d'autant plus importante que cette idéologie est devenue libéralo-libertaire. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'idéologie libérale, c'est l'idéologie libertaire. Et que c'est l'alliance libéralo-libertaire qui donne sa force à cette idéologie,
puisque même dans des mouvements qui sont fort sympathiques, comme ceux des indignés ou de Occupy Wall Street, se développe le cœur de cette idéologie, c'est l'idée de l'horizontalisme versus toutes les institutions. C'est-à-dire fin de l'État, c'est ça qui rassemble l'idéologie libérale ou libertaire, c'est fin de l'État, fin des hiérarchies, fin des pyramides, fin des institutions, etc. Or ça, c'est de la pure idéologie, bâtie sur une vision des réseaux techniques qui seraient horizontaux. Les réseaux techniques sont hyper hiérarchisés. Et donc c'est un fantasme sociologique, culturel, qui n'a rien à voir avec la réalité des réseaux. C'est bien pour ça que, du même coup, on peut dire les réseaux, les grands réseaux techniques peuvent tout aussi bien nous contrôler que nous aider au développement de cet horizontalisme. Donc il faut faire un retour critique sur cette idéologie techno et cette utopie techno-scientifique. La question demeure, et c'est mon dernier mot, qu'il faut refuser TINA. TINA, vous connaissez, c'est There is no alternative de Margaret Thatcher. Mais est-ce que la réponse passe? C'est-à-dire refuser le fatalisme, refuser le fatum, refuser ce que Diderot a mis en scène dans Jacques le Fatalisme. Vous savez, Jacques le Fataliste, c'est « Ah oui, tout ce qui nous arrive ici-bas était écrit là-haut. » Alors évidemment, vous êtes foutus, il n'y a plus rien. Donc c'est pour ça qu'il fait Jacques le Fataliste, peu avant la Révolution française d'ailleurs. Donc critiquer le fatalisme, c'est tout à fait fondamental. En revanche, est-ce que la réponse est l'utopie? C'est ça la question. Est-ce que l'utopie... Est-ce qu'il faut réhabiliter, voire sauver l'utopie, donc la réaliser? Je ne suis pas sûr que ce soit ça. D'abord, tout le courant socialiste a critiqué l'utopie. J'ai parlé de Saint-Simon, mais je pourrais dire Engels, il ne faut pas faire d'utopie, il faut agir, il faut, dit-il, prendre part au mouvement révolutionnaire historique de la société. Proudhon, qui critique les faiseurs d'utopie, Huxley, lui-même producteur d'utopie, il dit ceci quand même, dans le meilleur des mondes, les utopies sont réalisables, vous voyez. Il répond, la vie marche vers les utopies, et peut-être un siècle nouveau commence-t-il où les intellectuels rêveront au moyen d'éviter les utopies, et de retourner à une société non utopique, moins parfaite et plus libre. Et Marcuse, en 67, annonce la fin de l'utopie, donc à la veille de 68. Après la fin des idéologies de Daniel Bell. Donc, plutôt que d'investir l'utopie pour savoir si elle se réalise ou pas, est-ce qu'il ne faut pas réhabiliter le politique, l'engagement, l'action, la pratique politique, la pratique citoyenne, parce que là, il y a une crise majeure qui est celle de la représentation politique. Réhabiliter ou penser l'imaginaire et pas simplement l'utopie, c'est-à-dire le symbolique, les croyances, les valeurs. Autrement dit, est-ce qu'il ne faut pas décharger l'utopie, non pas de son fardeau qui était l'incertitude de sa réalisation, mais de son aura? Et à ce moment-là, le désir de changement social ne procède pas nécessairement de l'utopie, mais du projet, de la vision du monde, de la théorie critique, associée sans doute aux mouvements sociaux. Et donc, à l'effort je pense qu'il y a un effort fantastique, un travail fantastique à faire sur le corpus théorique et sur les références symboliques. C'est-à-dire à la fois un effort de construction théorique, y compris d'érudition. Il y a beaucoup de boulot à faire, plutôt que de se projeter immédiatement dans l'utopie pour transformer le réel. Il y a un effort énorme à faire de réhabiliter, je dirais, la dimension symbolique, puisque toute cette histoire de l'utopie est liée, comme je l'indiquais, au millénarisme revisité. Alors qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'un nouveau millénarisme qui passe plus sur le mode du progrès, de la science, tel qu'il a vécu au XIXe siècle? Derrida lui-même appelait à un messianique sans messianisme. Et Hugo disait un jour toute la Terre sera compatriote. Je trouve que c'est pas mal. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose comme un planétarisme citoyen, une mondialisation éco-citoyenne ou éco, je ne sais pas quoi, qui semble s'esquisser. Et donc, moi je fais trois pistes qui seraient à la fois une production théorique, critique, innovante, mais c'est un gros boulot, susceptible de porter un projet politique, parce que depuis la chute du mur de Berlin, les gauches, quelles qu'elles soient, on le voit toute la journée ici et ailleurs, sont dans la déréliction la plus complète. Et elles n'ont pas fait l'ombre d'une production théorique nouvelle. Et quoi ?
d'une production théorique nouvelle. Les gauches européennes. Deuxièmement, la construction d'un mythe émancipateur à l'échelle mondiale, qui s'esquisse, on le voit bien. Et troisièmement, les fameuses utopies concrètes d'Ernst Bloch, c'est-à-dire, je crois que là, il a, dans son principe Espérance, avancé quelque chose de très, très intéressant, c'est l'idée de réorganiser le réel à partir de l'action immédiate et concrète, militante et imaginative. Ce qu'il appelle le pas encore être, ou le non encore être, mais qui est déjà là. Donc, ce qui permet de faire la liaison. Et c'est à ces trois niveaux. Mais c'est un boulot immense. Et la fuite, si je puis dire, dans l'utopie, peut être une façon soit de plonger dans l'idéologie dominante, pour le dire frontalement, soit d'évacuer tout le travail intermédiaire qu'il y a à faire pour réaliser une vraie alternative. Merci.